Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat si vous m'entendez bien? Je vois que vous êtes en train d'écrire. Super. Ok, parfait. Eh bien, bienvenue à ce webinaire sur le thème de la difficulté scolaire en français et en maths. Comment la repérer? Comment y remédier pour mieux gérer l'inclusion des élèves à besoins spécifiques? Nos intervenantes aujourd'hui sont Aude Blondet et Marie-Astrid de Galambert, qui sont enseignantes spécialisées en RASED, réseau d'aide aux élèves en difficulté. Avant de leur passer la parole, je veux juste vous rappeler que vous avez à droite de votre écran un endroit où vous pouvez poser vos questions, un onglet questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions durant la présentation et les intervenantes vont y répondre à la fin, puisqu'il y aura d'abord un temps de présentation de 40 minutes, puis un temps pour vos questions d'une dizaine de minutes. Merci beaucoup et je laisse la parole à nos intervenantes. Aude, je te laisse commencer. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Aude Blondet, intervenante en RASED dans les Yvelines. Je n'ai pas par contre le PowerPoint encore. Non, c'est normal, je vais le mettre après, parce qu'après, sinon, on ne me voit pas quand je me présente. Ouais. D'accord. Et donc, moi, c'est Marie-Astrid de Galambert, donc je suis enseignante également en RASED. Alors, moi, je suis sur Marseille, sur 2 écoles, et ça fait à peu près 10 ans que j'enseigne sur ce genre de dispositif. Je vais partager l'écran, du coup. Hop. Hop. Et alors là, on arrive là-dessus. Aude, tu me dis si c'est bon. Est-ce que c'est bon pour toi, Aude? Non. Est-ce que Marie, tu l'as? Est-ce que vous pouvez peut-être, si vous faites partager? J'ai fait partager. Alors, attends. Je vais recommencer. Pour voir si ça marche, sinon je mettrai, mais... Ouais. Normalement, j'ai mis en diaporama. Donc, partager, ensuite... Est-ce que c'est bon? Ensuite, tout l'écran. Ouais, j'ai fait tout l'écran. Ok. Et du coup, là, moi, je suis dessus. Non, on ne le voit pas. Ok, alors je ressors et je reprends. Une dernière fois, sinon je le ferai sinon. Partager. Ah, voilà, ça marche. Ouais, ça marche. C'est bon. Super. Oui, parfait. Alors, le webinaire porte le titre suivant: Comment appréhender la difficulté scolaire en français et en maths pour mieux vivre l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, nous avons de plus en plus d'élèves à besoins éducatifs particuliers dans nos classes. C'est une bonne chose, mais encore faut-il y être préparé et savoir comment s'y prendre. Donc, nous avons cet objectif qui est de mieux armer les enseignants pour mieux vivre l'inclusion. Et nous avons, avec Marie-Astrid de Galambert, écrit donc un livre aux éditions Hatier. Et à partir de ce livre, nous allons vous proposer des outils pratiques lors de ce webinaire. Alors, il y aura 3 parties dans ce webinaire. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est évaluer, observer, questionner pour vraiment cibler la difficulté et pouvoir mettre en place un plan d'action. Ensuite, il y aura une seconde partie qui sera très, très pratique, où on va vraiment présenter nos outils, les outils que nous utilisons pour remédier aux difficultés en français et en mathématiques. Et nous allons faire une entrée vraiment par compétences. Et pas par trouble ou handicap, mais vraiment par type de compétences, parce que c'est comme ça que, en fait, un enfant peut avoir une difficulté sur une compétence, et puis, comment dire, quel que soit le type de handicap, il y aura peut-être une manière qui sera la même pour y remédier. Et puis ensuite, dans une troisième partie, nous verrons comment mettre en œuvre ces outils dans la classe et comment travailler avec les enseignants qui nous entourent, les AESH, les parents, les professionnels de santé. Donc la première partie. Alors, première partie, comment observer, questionner, évaluer. Donc on est parti en fait de notre terrain, de tout ce qu'on a pu être amené à voir en fait, sachant que les enseignants peuvent se retrouver face à des élèves de cycle 1, de cycle 2, de cycle 3.
On est très souvent amené à avoir de la grande difficulté scolaire. Ces difficultés peuvent être d'ordre psycho-affectif, en mathématiques, en français, enfin il y a tout type de difficultés. Mais il y a également des troubles. Donc, lorsqu'il s'agit de la grande difficulté, vous êtes souvent amené à remplir des PPRE. Nous détaillerons après ce que c'est exactement si besoin. Mais vous êtes également amené à avoir des enfants qui ont des troubles d'ordre de la dyslexie, dyscalculie. Il y en a de plus en plus dans nos classes. Dans ces cas-là, vous êtes amené à remplir ce qu'on appelle un PAP. Mais vous avez également sur votre terrain des enfants qui sont en situation de handicap, pour lesquels donc on peut être amené à remplir en fait des GVASCO et à renseigner des PPS. À chaque fois, en fait, il va falloir travailler en équipe, il va falloir apprendre à travailler avec les parents et à travailler avec les partenaires de soins. Et c'est ce qu'on a essayé de développer un maximum, en fait, dans notre approche. Donc, on est parti également des textes officiels. Donc ça, vous avez l'habitude, en fait, de partir du bulletin officiel, des programmes. Mais on a essayé de détailler pour allier en fait la réalité avec les textes officiels. Donc, quand vous avez la difficulté scolaire sur votre terrain, parfois c'est difficile de savoir vers qui se tourner. Donc, c'est vrai que les premiers interlocuteurs vont être les parents. Il y a également les collègues, les enseignants spécialisés, si vous avez la chance d'en avoir sur votre école. Et la première chose que vous allez mettre en place, en fait, c'est bien sûr le programme personnalisé de réussite éducative. Mais il arrive également que cette difficulté, malgré tout ce que vous avez mis en place, perdure. Et dans ces cas-là, vous allez avoir les partenaires de soins qui vont vous permettre d'avoir des bilans pour poser des diagnostics. Dans ces cas-là, donc soit il y a un trouble avéré, et à ce moment-là, vous allez mettre en place un plan d'accompagnement personnalisé, donc un PAP. Soit la situation de handicap en fait apparaît et là, en plus des partenaires de soins, des parents, des collègues, etc., vous allez avoir l'enseignant référent qui fait le lien entre la maison départementale du handicap et l'école et qui va venir vous aider pour remplir les GVASCO et pour aider les parents aussi pour monter ce qu'on appelle le PPS. Tout ça, en fait, c'est ce que vous avez l'habitude de voir dans ce type de document qu'on connaît bien. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour nous de le détailler pour savoir vers qui on se tourne et ce qu'on doit faire. Donc, la première partie, en fait, elle va vous aider à repérer, évaluer et planifier. Donc, on a essayé de regrouper au sein de cartes mentales tout ce qui pourrait, en fait, aider l'enseignant quand il est en situation de difficulté pour pouvoir en fait comprendre un peu comment l'élève fonctionne. Donc, on a fait des cartes mentales en français, en maths. Celle-ci, c'est une carte mentale en français. Et elle reprend en fait, par exemple, lorsque vous avez des difficultés en langage, quel type d'outils vous allez pouvoir utiliser et quel que soit le niveau en fait. Donc, on a répertorié du cycle 1 au cycle 3 des grilles, des évaluations. Elles sont nommées, vous pouvez les trouver facilement sur Internet, qui vous permettent un petit peu d'affiner les difficultés de l'élève qui vous pose question. Aude, je te laisse la main. Alors, il faut également observer l'élève. Et pour ça, on a un outil qui est très utile, c'est la grille de Bruno Aigron. Alors, une observation, ça se fait en classe, ça se fait aussi en discutant avec les enseignants qui ont eu l'enfant précédemment, avec les AESH. Et donc, on note au kilomètre, en fait, nos observations. Et puis après, on les remet dans cette grille. Alors, ce qui est intéressant dans cette grille de Bruno Aigron, c'est qu'elle réunit les conditions de vie familiale, le fonctionnement psycho-affectif, le fonctionnement psychosocial, le fonctionnement sensorimoteur, cognitif, et également la relation au savoir et le fonctionnement instrumental et méthodologique. Donc, sur chacun de ces items, il y a, là j'ai pris le fonctionnement sensorimoteur par exemple, il est divisé en sous-items et pour chacun de ces sous-items, on peut
il est noté ce qu'on peut observer. Et après, dans la grille besoins, c'est plutôt plus que des besoins, même ce sont des réponses à apporter en fonction des besoins observés. Donc, elle est très, très utile pour, une fois qu'on a tout noté, et ben pour organiser les choses et trouver des pistes de remédiation également. On a fabriqué aussi nos propres grilles de compétences avec Marie-Astrid. On a pris des compétences assez larges. Donc là, on vous présente la grille de lecture du lecteur débutant. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut quand un enfant a des difficultés à débuter en lecture? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il comprend bien un texte lu par l'adulte à l'oral ou non? Dans ce cas-là, il faudra aussi travailler le langage oral. Est-ce qu'il a une fluence suffisante? Est-ce qu'il a une bonne conscience syllabique? Est-ce qu'il a une bonne conscience phonémique? Est-ce qu'il a une bonne discrimination visuelle des lettres, etc. Est-ce qu'il mémorise bien les mots-outils? Donc, ces grilles-là vont vous aider à cibler très précisément sur une compétence quels sont les points d'appui, c'est important aussi les points d'appui, et quelles sont les difficultés. Et voilà, nous avons fait des grilles comme ça, en lecture, en résolution de problèmes, calcul, dans tous les domaines des compétences, des grandes compétences en français et en mathématiques, en fait. Alors, nous avons également tenu à vous présenter cette petite fiche qui permet en fait de travailler la métacognition chez l'enfant et vraiment de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas et d'où vient l'erreur. Il y a des questionnements qui peuvent être faits avant la tâche, pendant la tâche, après la tâche. En ce qui concerne l'entretien d'explicitation, c'est plus un questionnement après la tâche. Où on va vraiment se poser, prendre l'élève à part, donc ça peut être fait sur un temps d'APC, et puis le questionner pour essayer de lui faire expliciter ses stratégies et essayer de comprendre pourquoi voilà, il a fait telle erreur, et à partir du moment où on a compris qu'est-ce qui coince, on peut y remédier. Alors tout ça, c'est dans également, c'est pour toi, oui. C'est dans le but de mettre en fait en place des plans d'action. Alors c'est pas pour remplir de la paperasse, c'est vraiment pour nous permettre de d'écrire noir sur blanc et de visualiser à un moment donné les points d'appui, les difficultés de l'enfant, tout en listant aussi de l'autre côté tout ce qui est possible de lui proposer. Donc tout ce qui est dicté à trous, étiquettes. Alors c'est souvent des choses qui reviennent, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des petites fiches pratico-pratiques en fait qui permettent de cocher rapidement un peu ce qu'on peut mettre en place. Et ça permet aussi d'une enseignante à l'autre de savoir ce qui a fonctionné en fait avec cet élève ou qui est intéressant à mettre en place avec lui. Vous avez également en fait les fiches de demande d'aide au RASED. Ça, c'est pour toutes les écoles qui bénéficient en fait d'une enseignante ou d'un enseignant spécialisé. C'est vrai que remplir ces fiches-là permettent aussi donc à cet enseignant spécialisé, mais aussi à vous, de voir à un moment donné de la scolarité de l'enfant pourquoi ça vous pose question, quels sont ses soucis, et ce qui serait intéressant en fait de mettre en place et en fait vos demandes sur le terrain. Vous allez également trouver des petites fiches d'aide au remplissage des PPRE, des PAP et des PPS, parce que c'est des questions qui sont revenues régulièrement sur le terrain. Souvent on nous dit mais moi je sais pas trop quoi mettre dans les cases, etc. Donc c'est vrai que avoir un petit guide, c'était, ça nous paraissait vraiment utile. La deuxième partie, du coup, on va vraiment axer sur tous les outils qu'on a créés et qu'on utilise en français comme en mathématiques pour aider les enfants en difficulté. Donc, comment y prévenir et y remédier? Vas-y, Aude. Non, oui, c'est... En fait, pour chacune, nous avons fait des cartes mentales en français et en mathématiques avec pour chaque compétence les outils de remédiation que nous utilisons et puis les adaptations également que nous mettons en place. Donc ça, ce sont les cartes mentales. On va rentrer dans le détail maintenant par compétence. Donc pour le langage, Marie-Astrid. Pardon, ça vient. Voilà. Alors, pour le langage, je travaille, moi, essentiellement, et Marie-Astrid également, avec la grille de Philippe Boisseau, qui, dans son livre Enseigner le langage oral en maternelle, voilà, donne une grille très détaillée pour analyser le langage de l'enfant en maternelle.
Je travaille également, je traite tout ce qui est difficultés en prononciation, syntaxe et vocabulaire globalement avec l'outil Naramus. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent bien aux éditions Retz. Ça travaille le langage en production et en réception. Il y a des images, comme vous voyez là, qui sont chaque image en fait renseigne un mot de vocabulaire et les mots de vocabulaire sont étudiés avant la lecture. Les enfants se font une image mentale dans la tête. Après, on confronte l'image mentale avec l'image de l'album illustré. Et l'enfant doit ensuite raconter l'histoire en entier. Voilà, donc je travaille essentiellement avec Naramus et également pour les toutes petites sections et pour les petits parleurs. Parfois, c'est intéressant de travailler avec les albums échos, dont parle Philippe Boisson dans son livre également. Ce sont des photos que prend l'enseignant en classe et les enfants parlent ainsi de leur vécu. Et comme c'est plus proche de leur vécu, en fait, on réussit beaucoup plus à les faire entrer dans le langage avec les albums échos. Pour les élèves allophones, c'est vraiment super. Hein, l'album écho, ça stimule en fait le questionnement, ça stimule l'utilisation du langage pour se faire comprendre et ça leur permet de mieux retenir. Alors pour les difficultés en encodage et décodage, je travaille parce que en tant qu'enseignant spécialisé, on est toujours en lien avec notre école et nous on travaille beaucoup avec les alphas. Les alphas qui permettent de retenir la forme des lettres et aussi de retenir le son de chaque lettre. Et puis pour les enfants qui ont du mal à rentrer dans le décodage, on utilise beaucoup l'encodage en fait. L'encodage de mots, l'écrit permet d'aider l'enfant à rentrer dans la lecture. J'ai créé une petite réglette de lecture, d'encodage qu'on peut retrouver aussi dans le livre avec des unités phonèmes qu'on l'on place dessus et ça permet à l'élève d'écrire tout en le soulageant du geste graphique et de traiter tout ce qui est problème d'omission, confusion, inversion. Voilà, ça c'est une outil qui est bien pratique, notamment en CP. Et puis en complément, les gestes Borel-Maisoni permettent d'aider les élèves à discriminer les sons. On peut aussi adapter les textes pour les enfants déjà ensuite un peu plus grands. Là, on a une adaptation type pour un enfant plutôt dyspraxique qui a du mal à se repérer dans les lignes, mais aussi des syllabes couleurs. Et puis, je travaille également avec Aide à lire aux éditions Istra qui met en couleur les phonèmes complexes pour les enfants qui ont du mal à rentrer dans l'apprentissage des phonèmes complexes, en lien toujours avec les gestes Borel-Maisoni. Et également, là, c'est pour les enfants qui ont un handicap un peu plus lourd, c'est tout ce qui est apprentissage de la lecture grâce à des pictogrammes aussi. Donc, on peut retrouver des sites qui permettent de créer des histoires entières avec des pictogrammes, de traduire des histoires en pictogrammes. Voilà. Alors, ouais, vous avez également des pistes en fait au sein du livre aussi pour la production d'écrit quand on rentre vraiment dans l'écrit avec les élèves qui sont un petit peu plus grands, un peu plus à l'aise en cycle 3 par exemple. En phonologie, il y a aussi des outils pour la phonologie comme à l'école de Barbara, il y a tout un fichier de fluence qui est classé par type de phonème, donc ça c'est intéressant pour cibler. On a le syllabozo qui est assez connu là pour travailler la syllabe, le phono d'Atier avec son imagier, le phono de Access aussi qui est intéressant, qui est beaucoup sous forme de jeu, et la clé des sons qui est un jeu qu'on trouve sur le site Orthomalin qui est aussi utilisé par les orthophonistes pour permettre aussi l'acquisition des sons par le biais d'un jeu qui est assez bien fait. Et en cas de résistance pour un enfant qui vraiment n'entend pas les sons, ce qui est conseillé, c'est de le faire entrer le plus rapidement dans l'écrit en fait. Alors, pour la fluence, il y a les vélociraptors qu'on trouve sur Internet également et qui sont adaptés pour les enfants 10, qui permettent de travailler la lecture fluence en chronométré. Alors attention, avec certains enfants, ça marche très très bien avec les enfants en difficulté face à des difficultés très lourdes parfois. Il peut y avoir des blocages pour certains enfants sur le fait d'être chronométré. Et puis on travaille aussi avec les tests fluence de cognition, les tests ELF,
qui permettent vraiment d'avoir un bilan étalonné de l'affluence de l'élève et de savoir où il en est, par exemple, avec un percentile. Donc, tous les tests sont étalonnés et on sait qu'avec un enfant qui a un percentile 5 est en grande difficulté de lecture, un enfant qui a un percentile 30 commence à avoir une fluence suffisante pour bien comprendre. Donc, c'est vraiment très aidant. D'ailleurs, les évaluations nationales se sont inspirées de ces tests-là en CE1 notamment et en CM1. Et il y a aussi les adaptations de texte avec Readeasy, qui est un logiciel qui fait autant d'adaptations que d'élèves. Donc, c'est assez intéressant. On rentre le profil de son élève et on peut adapter. Si la couleur pour phonème non maîtrisé d'une certaine couleur pour d'autres, on peut le faire en lien avec Aide à lire. Mais c'est payant, Readeasy. Vous avez également Lire Couleur si vous êtes sur OpenOffice ou Syllab et compagnie si vous êtes sur Word, qui eux sont gratuits et qui permettent d'adapter en syllabe couleur pour les lecteurs débutants. Après, pour tout ce qui est lecture-compréhension, les stratégies de Seb et Guagou, en fait, sont vraiment aidantes pour tous les élèves qui sont en situation soit de grandes difficultés, soit avec un trouble. En fait, ce sont des méthodes explicites qui permettent en fait de vraiment montrer à l'enfant les mécanismes par lesquels il passe lorsqu'il y a un texte. Donc, on va rendre l'objectif vraiment accessible. On va leur faire prendre conscience que quand ils lisent, ils se font un film dans leur tête. Donc, souvent, on peut passer aussi par le dessin. On va essayer de faire en sorte qu'ils puissent se mettre à la place des personnages, qu'ils miment le texte. En mettant en exergue vraiment tout ce qui est substitut, connecteur. On va vraiment détailler ce que l'on voit au sein du texte. Ce sont des méthodes en fait qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent très bien, qui permettent aux enfants aussi d'apprendre à reformuler, à redire un peu les idées principales du texte, à les mettre en réussite en leur demandant d'aller trouver la preuve dans le texte. Et ça va les pousser en fait à être de plus en plus flexibles, en leur montrant en fait là où ont été leurs erreurs et le cheminement qu'ils sont en train de faire pour changer d'idée en fait par rapport aux preuves qu'il y a eu dans le texte. Ces méthodes-là, elles sont très utiles, mais il y a également le rôle qui fonctionne par questionnement de texte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant n'a plus son rôle d'enseignant transmissif en fait. Il va se mettre un peu en retrait pour laisser échanger les élèves entre eux et apporter la preuve par le texte pour qu'ils puissent se saisir et s'approprier au maximum leur lecture. La méthode Je lis, je comprends aussi est très bien faite. Enfin, nous, on l'utilise énormément et c'est vrai que après, on peut la calquer sur les méthodes de lecture qui sont utilisées en classe d'une manière très facile en fait, avec le questionnement et avec le repérage des connecteurs, des substituts, etc. Personnellement, moi, j'utilise Je lis, je comprends plus pour tout ce qui est évaluation ou activité décrochée. Je fais du rôle en fait avec les élèves, c'est-à-dire je laisse discuter, mais j'ai en tête les stratégies Seb et Guagou que j'introduis dès qu'il y a une résolution d'un problème de compréhension, que les élèves sont pas d'accord, et on va rechercher en utilisant les stratégies Seb et Guagou. Donc je mixe les trois. Bah, c'est intéressant de savoir qu'elles existent en tout cas pour pouvoir piocher dedans. C'est un peu le but aussi. Oui, voilà. Donc, il y a également des outils qui sont très pertinents par rapport aux difficultés en numération, puisque ce sont des élèves qui très souvent se retrouvent aussi en difficulté en mathématiques. Donc, nous, c'est vrai qu'on va passer toujours par la manipulation, par des matériels variés, en fait, pour qu'ils puissent avoir des entrées dans la numération, dans le calcul, des entrées qui soient proposées, qui soient différentes pour qu'ils puissent choisir celle avec laquelle ils sont le plus à l'aise. Donc, il y a différents types de matériel qui existent. Le matériel concret, les tables de Seguin, les abacs, etc. Ce qui est important aussi, c'est que l'enseignant soit lui-même à l'aise avec le matériel pour pouvoir l'utiliser et aller plus loin. Après, il en existe plein, donc c'est à vous vraiment de savoir dans lequel vous vous sentez le mieux, et puis après, comment le proposer ensuite à vos élèves. Le compteur aussi, ça permet d'avoir une bonne entrée dans la place en fait
du chiffre au sein du nombre et dans la valeur en fait des chiffres au sein du nombre. Nous, ce que l'on fait également, et ça fonctionne un petit peu comme les orthophonistes pour le coup, c'est qu'on va allier en fait l'oral, le code écrit mathématique et l'écriture en lettres. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle 3 codes en fait, pour que l'enfant puisse comprendre ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de voir et ce qu'il est en train d'écrire. Et le fait de jumeler, de mettre tout ensemble, ça permet à l'enfant, selon les orthophonistes aussi, de vraiment faire sens. La numération prend vraiment tout son sens à travers ces trois codes. Donc après, on va compter, on va ajouter, on va faire des groupements par 10. On va vraiment nommer la valeur positionnelle du chiffre. On va bien insister sur les 2 valeurs du 0, l'absence de quantité ou l'absence de groupement à un rang donné. C'est pas toujours très clair pour les enfants, mais c'est extrêmement important de leur redire. Donc là encore explicitement, et puis d'utiliser ensuite les comparaisons, la manipulation, l'encadrement pour essayer de travailler dans différentes situations variées l'utilisation des nombres. Et je voulais juste rajouter Stella Baruch. En fait, c'est assez intéressant d'aller voir du côté de Stella Baruch parce que elle a vraiment mis l'accent sur les difficultés qui sont liées au langage français. C'est-à-dire les difficultés 70, 80, 90 qu'on connaît bien, en CE1 notamment, mais qui perdurent parfois. Et puis, elle appelle les cachottiers aussi, les 11, 12, 13, 14, 15, 16, qui devraient être 10-1, 10-2, 10-3, si on voulait être logique, en fait. Donc, elle met vraiment l'accent sur toutes ces difficultés-là qui parfois bloquent les enfants. Et c'est intéressant aussi de travailler en mathématiques la langue. Voilà. Ouais. Grâce à elle, on a vraiment des billes pour ça. Pour tout ce qui est difficulté en calcul, c'est intéressant de travailler l'apprentissage des faits numériques. Alors, il y a les multimalins pour les tables de multiplication, c'est assez connu. Je travaille également beaucoup avec le calcul mental chez Retz. Et ce qui est important, je pense, c'est pendant le quart d'heure quotidien, c'est vraiment de faire un partage de stratégie pour essayer de décrocher les enfants du calcul sur les doigts. Alors, tant qu'ils le font, c'est qu'ils en ont besoin. C'est une manière de manipuler les doigts. Il faut vraiment réussir à par le partage de stratégie, à les pousser à utiliser les doubles, les compléments à 10, tout ce qui peut les aider, toutes les stratégies qui peuvent les aider dans le calcul mental. Et on retrouve ce calcul mental aussi au sein de l'opération posée. Pour les opérations posées, on a aussi le cartable fantastique dont on reparlera tout à l'heure, qui est bien utile pour les enfants qui ont besoin de gabarit, qui n'arrivent pas à poser correctement, notamment en cas de dyspraxie, les opérations, unité sous unité, dizaine sous dizaine, centaine sous centaine, etc. Voilà, un type de gabarit. Et il y a beaucoup de choses là, sur ce site. Pour tout ce qui concerne la résolution de problèmes, nous utilisons beaucoup la schématisation en barres. Donc là, on vous a donné 4 exemples de barres. Par exemple, la somme, il s'agit de voir si on cherche le tout ou si on cherche une partie du tout. Dans ce cas-là, ce sera plutôt la soustraction. Voilà, donc il y a des problèmes. Vous avez les barres du haut, ce sont des problèmes, et les problèmes de comparaison sont sur les barres du bas. On va comparer, donc c'est de plus, de moins. Et on a la même chose pour les produits. On a les produits et les quotients et les fractions. Donc on peut en fait schématiser, modéliser, c'est ça qui est intéressant, le problème. Et en fait, on se rend compte que certains problèmes, après, quand on arrive à un niveau un peu plus complexe, ne se résolvent quasiment que par la schématisation en barre. Donc souvent, les enfants se disent que, voilà, bon, ça aide beaucoup les enfants en difficulté. Ceux qui vont vite, on se dit souvent c'est pas la peine. Mais non, en fait, je pense qu'il faut les faire passer par cette schématisation parce que ça leur servira aussi plus tard quand il y aura des difficultés sur des problèmes plus complexes. Ah, ça les décoince, hein. Donc, Ah oui. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un affichage de chaque type de problème. On fait un problème type. Et on garde l'affichage tant que c'est nécessaire au mur. Et les enfants s'y réfèrent pour se dire, tiens, ce problème-là, c'est le même genre que cet autre problème.
Donc pour les problèmes également, c'est important de travailler la compréhension, faire reformuler, lire aux enfants qui ont des difficultés de lecture le problème, si ce qu'on recherche c'est le choix de l'opération, par exemple, faire mimer éventuellement. Pour garder l'objectif de ce qu'on cherche, moi je vais écrire une phrase-réponse à trous. Souvent les enfants ont des difficultés aussi à écrire, donc pour pas surcharger en mettant un je cherche, moi je préfère mettre une phrase-réponse à trous. Donc faire modéliser, c'est ce qu'on vient de voir avec les schémas en barre. Reformuler l'énoncé avec des données numériques plus petites peut aussi aider un enfant qui reste bloqué. Écrire les questions intermédiaires dans les problèmes à étapes aussi est une manière aussi de différencier pour les enfants en difficulté. Également, éviter les données inutiles, les données pièges, ou s'il y en a, apprendre à surligner les données utiles, et puis proposer la calculette pour les élèves qui sont en surcharge cognitive et qui ne maîtrisent pas bien les tables, puisqu'on est là encore en train avec l'objectif de travailler la résolution de problème et le choix de l'opération. Et faire vérifier la vraisemblance du résultat, ça c'est important également à la fin de la méthode. Alors, je travaille pas mal avec résoudre des problèmes de chez RETS aussi, et des problèmes résolus de la librairie des écoles qui en fait classe les problèmes selon la typologie de Gérard Vergniaud. Et c'est intéressant, pas pour les élèves de connaître la typologie, mais pour nous, d'enseignants, de la connaître pour pouvoir faire passer l'élève par tout type de problème. Alors, pour contrer les difficultés en visio-spatiale et en motricité, je vous conseille le site dont j'ai déjà parlé, du cartable fantastique, qui est une mine véritablement pour les enfants en difficulté dans le repérage spatial. Donc là, on a un texte. Je vous ai mis donc le lien parce qu'il y a toute une sur ce lien, en cliquant dessus, toute une démonstration du cartable fantastique. Là, un texte adapté pour les enfants dyspraxiques. Là, un gabarit de pose d'opération. Vous avez également le site des Moulins, qui est un générateur de feuilles pour générer des lignages particuliers. Alors, il y a toutes sortes de lignages. C'est gratuit également vous trouvez ça sur Internet. Le tamographe, qu'on trouve sur tamtam.fr, qui est un outil qui permet aux enfants qui ont des difficultés de manier. En fait, c'est un outil qui fait tout, qui fait l'équerre, le compas, le rapporteur. Alors, il y a des petits tutoriels sur le site pour se l'approprier. Et après, ça aide les enfants qui ont des difficultés à manier les outils. C'est plus facile, c'est plus maniable. Et puis l'ordinateur, évidemment. Et des logiciels en géométrie aussi, comme GeoGebra, qui sont utiles. Les enfants se perdent aussi dans la feuille. C'est pas mal d'utiliser des caches. Il y a quelques manuels adaptés, on le verra plus tard, qui sont adaptés et qui ont un exercice par page. Et sinon, une feuille blanche suffit si on a l'enfant à portée de main pour qu'il ne se trompe pas entre les exercices. Alors après, pour les difficultés attentionnelles, parce que ça, on a aussi énormément d'enfants dans nos classes qui sont avec ce genre de difficultés, et de plus en plus. Le maître mot, évidemment, c'est les temps de pause, autant que possible et comme on peut. Il y a différentes choses qui existent. Il y a le programme Atoll qui permet, en fait, avec les petites bulles aussi de l'attention, d'expliquer un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place en fait pour l'enfant. Le programme Attentix, il y a plusieurs en fait livres qui existent et que vous pouvez vous approprier, qui peuvent fonctionner. C'est vrai que ce qui fonctionne bien aussi pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, c'est tout ce qui est emploi du temps personnalisé. Donc, mettre sa propre photo et puis l'enfant va petit à petit, au fur et à mesure de la journée, faire le lien entre ce qui se passe, ce qu'il vit et son temps à lui. La pédagogie projet aussi, pour que ça fasse sens, c'est extrêmement important. La pédagogie différenciée, la manipulation. Il y a différents sites aussi qui existent pour permettre de travailler l'attention avec ses élèves. En fait, c'est vraiment une grande difficulté, parce qu'il y a différents types de troubles de l'attention et on en trouve de plus en plus.
Donc, c'est vrai que il s'agit pas d'utiliser un type en particulier. On a essayé de vous mettre différents types de supports parce qu'en fait, encore une fois, il faut picorer parce qu'en fonction de l'enfant, ce qui va marcher un jour ne fonctionne pas forcément le lendemain. Et en fait, c'est important de pouvoir savoir qu'il y a plusieurs choses qui existent. L'utilisation de pictos aussi que l'on va mettre sur la table de l'enfant pour l'aider à se recentrer. Enfin, on va y venir après. Il y a différents outils qui existent. Ce qui est intéressant avec Atoll quand même, c'est que ça explique à l'enfant le fonctionnement du cerveau, c'est en lien avec les neurosciences, et véritablement l'enfant comprend voilà comment ça fonctionne, quels sont les pièges, ça explicite quels sont les pièges dans lesquels il peut tomber, et ça lui donne des stratégies. Et effectivement, je lisais un peu dans le chat, c'est peut-être un petit peu lourd, c'est presque un projet d'école à mettre en place, mais je pense que c'est très très efficace. Pour tout ce qui est mémorisation, on travaille pas mal avec la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre aux enfants à mémoriser parce que en fait, c'est complexe. Souvent on dit aux enfants on va lire ta leçon, mais lire une leçon ne permet pas de la retenir. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la perception, c'est-à-dire par exemple là, on a l'exemple de la mémorisation du mot pomme. Moi, je vois le mot pomme, je perçois que le mot pomme, il y a une difficulté, c'est qu'il y a 2 M, donc je me le dis dans ma tête, hein, je ferme les yeux, je vois la pomme, je me dis attention P-O-2-M-E, il y a 2 M. Donc on passe par tous les sens. Hein. Moi j'aime bien aussi écrire, c'est pas mentionné là dans l'image, mais écrire aussi le mot pour la mémoire kinesthésique. Et puis ce qui est important également et que souvent on ne fait pas parce qu'on ne sait pas, c'est que c'est important que l'enfant ait un futur en tête de réutilisation. Il doit s'imaginer dans la classe pendant la dictée le jour où il va écrire le mot pomme. Et ça va permettre la récupération en mémoire. Donc voilà, il y a dans le livre, je ne sais pas si je peux le faire apparaître, Marie-Astrid, le livre chez Chenelière Éducation, voilà, c'est Chenelière, mémoriser pour comprendre, réfléchir, créer. Il y a pas mal de pistes intéressantes parce que c'est traité aussi par thématique, c'est-à-dire comment mémoriser ses tables de multiplication, comment mémoriser ses tableaux de conjugaison, comment mémoriser un mot. Et donc c'est en lien avec la gestion mentale. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce petit schéma que vous avez en bas à droite. C'est le fait qu'il faille apprendre plusieurs fois pour mémoriser véritablement. AJ+1, AJ+3, AJ+7 et on y retourne un mois plus tard, etc. Et l'enfant doit comprendre ça aussi, pour mémoriser, il faut faire un effort. Donc on aide voilà aussi les enfants, comme pour l'attention, en leur expliquant comment ça fonctionne et en leur donnant des stratégies. En fait, ce qui est important aussi, c'est l'implication qu'ils vont y mettre, parce que c'est de plus en plus compliqué, je trouve, d'avoir des élèves qui se sentent impliqués dans leurs apprentissages. Et donc, c'est vrai que cette réactivation, cette évocation, il y a une question, comme tu disais, Aude, d'effort et d'appropriation de l'apprentissage. Donc, c'est vrai que c'est hyper important, en fait, d'avoir ces temps d'évocation et de réactivation. L'effort sera d'autant plus important que l'enfant a des difficultés à mémoriser. Et le fait d'y revenir de manière régulière aussi. Voilà. Après, rien n'empêche de donner moins aussi à un enfant qui a des difficultés à mémoriser. Hein, de façon à ce qu'il soit en réussite, il vaut mieux qu'il mémorise moins de mots en dictée que les autres, que la dictée soit un peu raccourcie. Et puis, voilà, et qu'il faut mettre cet enfant en réussite et différencier de cette manière-là. Alors, pour les difficultés de planification, il y a les petits personnages alors c'est toujours chez Chenelière, hein, éditeur effectivement un peu onéreux, mais qui est intéressant. Il y a les petits personnages de Reflecto qui vont en fait personnifier tout ce qui est en lien avec la cognition. Le chef d'orchestre, c'est les fonctions exécutives. Le bibliothécaire, c'est la mémoire. L'architecte, ce sera la planification. Et donc, c'est intéressant parce que si on travaille avec ces petits personnages-là, on peut aussi les sortir et travailler avec les élèves
en leur disant, voilà, on peut les plastifier et leur dire, voilà, on va faire telle tâche. De quel personnage va-t-on avoir besoin? Ça aide aussi les élèves à conscientiser ce dont ils ont besoin. Nous, on s'est intéressé. Ou de quoi tu t'es servi pour répondre, en fait, aussi. Oui, aussi. Ouais. Et donc, on travaille aussi beaucoup la planification. On en parle pas mal dans le livre, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés à planifier. Donc, à trouver étape par étape comment il faut s'y prendre pour réaliser une tâche. Et à ce moment-là, c'est intéressant de leur proposer des petites fiches de procédure. Alors là, on a donné un exemple de fiche de procédure pour l'accord sujet-verbe. Il y a quand même 6 étapes avec des petites cases à cocher pour que l'enfant puisse cocher les cases au fur et à mesure. C'est vrai que c'est complexe d'accorder un verbe avec son sujet. Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étapes. On peut faire la même chose pour les opérations posées. Alors, on peut faire autant de fiches de procédure que nécessaire pour aider ces enfants-là. Et puis, des mémos aussi qu'on peut mettre sur la table, par exemple, à un moment pour réviser son écrit. À quoi je dois penser, qu'est-ce que je mets en place, etc. Encore une fois, avec des petites cases à cocher. Alors nous, ce qu'on fait sur le terrain là, et qui est pas mal, c'est qu'au lieu de plastifier, on met dans un lutin d'outils en fait qu'ils apprennent à utiliser. Donc j'en fais une partie avec eux et après je montre à l'enseignante comment on s'en sert. Et en fait, c'est très facile. Du coup, on n'a pas besoin de plastifier, on fait la photocopie et puis ils cochent au fur et à mesure les cases. Ça fonctionne pas mal. Alors pour tout ce qui est difficultés psycho-affectives et de comportement, il y a également à nouveau beaucoup de choses qui existent. On peut mettre en place des petits contrats de comportement. Alors après, ça marche un temps. Surtout si vous utilisez le contrat de comportement, évitez de mettre trop d'objectifs. Il vaut mieux mettre un objectif pour une semaine, pour un temps donné qui est bien délimité, pour que l'enfant en fait visualise vraiment ce qu'il est parvenu à faire, parce que souvent ce sont des enfants qui ne se croient, ils ne se pensent plus capables de pouvoir de pouvoir atteindre des objectifs, de pouvoir faire de pouvoir être en réussite en fait. Donc c'est vrai que c'est important de faire des petits objectifs et d'avoir un temps délimité vraiment assez court en fait. Voilà, il y a plein de choses qu'on vous a mises aussi, qu'on a répertoriées nous, dans le livre en fait avec Aude, qu'on a utilisé au fur et à mesure, qui marche un temps. C'est vrai que c'est important de varier pour ces élèves, donc c'est parfait. Parfois vous allez avoir des petits les petites icônes bravo, vous allez avoir les petites icônes qui permettent de parler de l'émotion, parce qu'ils ont du mal à mettre en mots en fait, ils se sentent submergés et c'est extrêmement difficile de faire redescendre tout ce qui les gêne, tout ce qu'ils ressentent. Donc souvent après la récréation, les situations d'injustice sont vraiment, elles prennent une ampleur plus avec ce genre d'élèves. Donc c'est important de les aider à faire redescendre, parce qu'un enfant, par exemple, qui a un trouble tel que le TDAH, ne va pas réussir seul à faire redescendre en fait toute l'animosité et tout son ressenti. Et c'est important de prendre des temps avec lui, des temps de pause, pour essayer de faire redescendre, parce que si on fait pas redescendre régulièrement, en fait, l'enfant qui est porteur de TDAH va, au fur et à mesure de la journée, en fait, accumuler et devenir une cocotte minute et exploser au moment où on s'y attend le moins, quoi. Donc, c'est important, en fait, d'avoir des petites astuces, des petits outils. Alors, comment mettre en œuvre ces outils dans sa classe et travailler avec ceux qui entourent l'enfant. On va déjà commencer par une diapositive sur tout ce qui a trait à la différenciation. J'ai lu un livre qui est assez intéressant, qui s'appelle « Comme un poisson dans ma classe », qui est écrit par un IEN qui s'appelle Vincent Paré. Ça se lit comme un petit roman et voilà, il explique sa technique de différenciation et que j'ai essayé avec une enseignante de CE1. Elle est intéressante parce que en fait, il prend l'enfant là où il en est dans son processus d'apprentissage, en considérant qu'il y a 3
étapes, celle de la découverte, celle de l'entraînement et celle de la conscientisation, de l'institutionnalisation, pardon, des savoirs. Et il se dit, voilà, on va faire 3 groupes en fonction de là où en sont les enfants. Donc on a fait ça avec l'enseignante, c'était très intéressant. Moi, je prenais le groupe qui était en difficulté, qui avait besoin de revoir toute la notion, de manipuler. Le groupe 2 était plus en autonomie, c'est le groupe qui devait s'entraîner. Et puis le groupe 3 était avec l'enseignante de la classe et il réalisait une affiche. C'était sur la recherche du verbe, je me souviens. Et en fait, cette affiche-là, en fin de séance, sera partagée à toute la classe. Alors, quand on est seul, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça se gère bien. Il nous explique que on est d'abord avec le groupe 1, ensuite on remet le groupe 1 sur l'évaluation diagnostique, on part avec le groupe 2. Après, on rescinde le groupe 2. Parfois, on s'est trompé l'enfant a quand même besoin de manipuler encore. Bon, on le remet dans le groupe 1. On en remet certains qui ont bien compris. Ça y est, dans le groupe 3. Voilà, ça vaut le coup d'essayer. Moi, je trouve que c'est une méthode de différenciation qui est vraiment très intéressante. Et c'est intéressant de la faire sur différents types de compétences de façon à ce que parce que les enfants comprennent vite que ceux qui sont dans le groupe 3 sont les plus performants. Ils se prennent bien au jeu et ils ont tous envie d'y être. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de le faire aussi sur des compétences très différentes, pourquoi pas en art visuel aussi, ou voilà, de façon à ce que tout le monde puisse aussi changer de groupe. Oui, en fait, je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai fait une formation avec les EMASCO, donc ce sont des équipes mobiles de l'aide à la scolarisation avec un psychologue et une éducatrice spécialisée. Et en fait, elle disait qu'on met à peu près 21 jours à s'adapter à une nouvelle manière de faire. Donc, elle disait surtout, si vous êtes en difficulté, persévérez, ou même si ce que vous avez mis en place avec l'enfant ne fonctionne pas, attendez au moins 21 jours. Parce qu'en fait, il faut le temps que l'enfant assimile, que vous assimiliez aussi ce que vous mettez en place. Et elle disait que c'était extrêmement important de pas jeter l'éponge en fait tout de suite. Je voyais dans le chat des personnes qui parlaient aussi des plans de travail. En fait, il y a plein de manières de différencier. Oui, tout à fait. Voilà. Je vais présenter celle-là parce que voilà, elle est originale et les ateliers en maternelle, et c'est vrai que c'est une bonne manière de fonctionner. En fait, on a tendance un peu à oublier ce fonctionnement-là arrivé au primaire, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Les ateliers, ça permet quand même d'avoir un groupe en autonomie pour pouvoir récupérer ceux qui ont besoin de retravailler des notions. Alors, il existe aussi le cercle d'entraide. Donc, au sein de l'équipe, c'est vraiment un outil très, très utile. Ça permet de ne pas se sentir seul dans sa classe. Alors, c'est un protocole, hein, c'est très timé, mais c'est en fait sur un temps très court. Ça permet de croiser les regards et d'offrir un panel de possibilités, en fait, de choses à mettre en place, à tenter, en fait, en tout cas, lorsqu'on se retrouve en situation nous-mêmes de difficulté par rapport à un enfant qui nous pose question. Et je l'ai testé en formation. On a trouvé beaucoup de solutions pour la personne qui avait besoin parce qu'en fait, à un moment, l'enseignant qui a exposé ses difficultés se tait et elle laisse venir à elle. Enfin, c'était le cas dans cette formation, toutes les propositions des autres enseignants. Et c'était elle est ressortie avec plein de billes et en fait, voilà, c'est très intéressant. Et à gauche, sur la slide, vous avez aussi le jeu concert-action qui est assez intéressant en conseil de cycle, en fait, travailler de manière à trouver des solutions aussi pour les élèves en difficulté. Alors, il y a plusieurs pistes à utiliser au sein de la classe, au sein de l'équipe, à l'extérieur de l'école. On a essayé de faire des petites fiches en fait pour aider les enseignants. Alors ça, c'est des choses que nous avons vécues sur le terrain, de besoins des enseignants, où on avait fabriqué en fait des fiches de préparation qui prenaient en compte les besoins éducatifs particuliers des enfants. Un genre de petit mémo en fait qu'on met sur sa fiche pour se dire ah oui mais tel élève je sais il a besoin de ça, il faut que je mette en place le tutorat, il y en a un autre qui a besoin de l'assise dynamique, etc. C'est des petits pense-bêtes, mais en fait ça fonctionne pas mal.
Il y a également des petites fiches qui existent pour se répartir les rôles en fait entre l'AESH et le professeur, de manière à ce que quand on soit en classe, ce soit fluide et puis que ça stigmatise un petit peu moins l'enfant. Ça permet aussi que les choses soient claires entre l'AESH et l'enseignant. Nous, on utilise également un glossaire des professionnels de santé. On utilise les grilles de Bruno Aigron dont on a parlé tout à l'heure. Il y a également toute la préparation des équipes éducatives et des équipes de suivi de scolarisation. Donc tout ça, en fait, je vais pas détailler ici parce qu'on va pas avoir le temps, mais il faut savoir que vous allez les trouver au sein du livre qu'on a écrit avec Aude. Voilà, c'est des petites fiches vraiment pratico-pratiques qu'on a essayé de faire de manière succincte, mais assez efficiente en fait une fois qu'on les utilise. À l'extérieur de l'école aussi, on a essayé de lister en fait quand on a en fait un type de souci en fonction d'un moment de l'année, vers quel professionnel en fait on va pouvoir se tourner. Donc on a essayé de détailler à chaque fois. Là vous avez juste un petit zoom sur le début de la fiche, mais à chaque fois on a essayé d'aiguiller au maximum en fait les enseignants, parce que c'est vrai que l'enseignant qui débute ou le suppléant ou même un enseignant lambda en fait, parfois on se pose vraiment des questions. C'est pas mal oui. Qui reprend. Voilà, il n'y a pas que les professionnels, il y a aussi les structures vers qui on peut s'orienter. On ne sait pas toujours quoi qui choisir entre l'ergothérapeute, le graphologue, le psychomotricien. Voilà, ça reste toujours complexe. C'est pour ça qu'on a créé ces petits tableaux. Après, on nous a mis aussi des pistes très très intéressantes qu'il faut pas oublier, qui émanent de l'institution. Il y a tous les guides pédagogiques que là vous voyez apparaître à l'écran, qui sont très très intéressants comme piste pour aider les enfants en difficulté et les faire réussir. Et on a Bénédicte Dubois qui travaillait à l'ISFEC du Nord-Pas-de-Calais, enfin on dit plus ça, des Hauts-de-France, qui a résumé sur un Padlet tous ces guides EduScol sous forme de carte mentale. Donc c'est très intéressant, ça fait gagner beaucoup de temps et on a vraiment les choses de manière synthétique. Et puis il y a évidemment le site Cap École Inclusive, mais qui n'est pas toujours si connu que ça, avec énormément de ressources. Vous pouvez taper parce que c'est sur ordinateur, les difficultés de votre élève et le site vous renvoie sur énormément de fiches et d'outils. Et d'aménagement, ouais. Voilà, et de propositions d'aménagement. Voilà, c'est vraiment un site très, 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 très bien fait. Vous avez également les éditeurs qui se lancent dans l'adaptation pour les enfants en difficulté. Alors, le site des éditions Jeunesse Accessible recense tous ces éditeurs. Ils travaillent beaucoup avec les bibliothèques de façon à ce qu'il y ait ce qu'il faut pour ces enfants-là en bibliothèque. Mais c'est utile aussi pour nous enseignants parce qu'on a toutes les maisons d'édition qui adaptent pour tout type de handicap qui sont recensés sur ce site. On a le Mobidis, qui est une entreprise qui vend des abonnements pour les enfants. Alors c'est pas des abonnements papier, mais c'est sur écran, donc il faut être doté de tablettes, il faut avoir des ordinateurs. Mais l'enfant ce qui est intéressant, c'est que l'enfant peut adapter à sa manière en fonction de ses besoins. Donc ça, c'est une liberté que propose aussi l'outil informatique. Et puis on a des éditeurs de manuels qui commencent aussi à adapter pour les élèves. On a Cléo pour le français dans tout niveau, je crois, à partir du CP jusqu'au CM2. Et on a Vivre les maths chez Nathan également. Et voilà, c'est des adaptations. Alors, on va pas rentrer non plus là dans le détail, mais pour permettre à l'enfant de mieux se repérer avec ce que je disais tout à l'heure, un exercice par page, par exemple, une police adaptée, des pages plus aérées. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que l'enfant se sent plus à l'aise dans son manuel. Alors, on vous présente rapidement quand même le livre dans lequel on a répertorié tout ce qu'on vient de vous dire. Donc, la difficulté scolaire chez Hatier. Rapidement, comment s'approprier le livre? En fait, on a voulu faire un sommaire et une manière de présenter le livre qui soit sous forme de fiches.
mais qui permettent une lecture en fait linéaire si on le souhaite, mais aussi qui puissent permettre de naviguer entre les fiches en fonction des besoins que l'on a. Donc, on peut par exemple aller voir la fiche 5 pour voir les besoins qu'on pourrait avoir sur les compétences scolaires et le jumeler avec les difficultés de déchiffrage en lecture. Ça permet d'avoir des points de repérage et puis des différentes possibilités d'aménagement. Marie-Astrid, Corinne me dit qu'il faut un petit peu accélérer pour pouvoir laisser du temps pour les questions. Ouais, tout à fait. Bon, on montre simplement, voilà, une fiche à quoi ça ressemble avec le QR code qui permet en fait d'aller voir d'autres sources sur Internet qui ne sont pas forcément en annexe dans le livre. Voilà, vous allez avoir plein de choses en fait avec des objectifs, les petits cas pratiques, les apports théoriques, toutes les pistes ensuite qui ont été répertoriées, que ce soit sur Internet, que ce soit des livres, que ce soit des vidéos, etc. On a essayé de faire de différentes entrées et que ce soit le plus complet possible en fait. Alors, quand vous allez cliquer sur le QR code, vous allez arriver sur ce genre de visuel. Vous allez cliquer sur accéder et c'est là où vous allez avoir en fait accès à tous les jeux qu'on a pu répertorier en fait, soit qu'on a fabriqué, soit qu'on a qui se trouvent sur Internet, à chaque fois en lien avec le titre de la fiche. Si je me souviens bien, il y avait à peu près 400 références. Voilà. Donc, il faut vraiment aller cliquer sur ces QR codes. Enfin, il faut vraiment aller voir derrière le livre. Il y a beaucoup de choses. Et en annexe, voilà ce qu'on peut trouver. Donc, c'est vrai qu'en général, les annexes, elles sont juste à la suite du chapitre. C'est des outils qu'on a créés avec Aude, que vous allez trouver nulle part, en fait. C'est vraiment des choses qu'on a créées sur le terrain avec nos élèves en fonction de leurs besoins. Donc, et en général, les enseignants s'en saisissent pas mal parce que ça permet à l'enfant qui a des difficultés d'être un peu plus autonome avec des petits visuels et des petits outils qui peut utiliser lui-même, notamment sur la planification. Voilà. Je sors du... Voilà. C'est bon. Il y a eu beaucoup d'interactivité sur le chat, donc c'est super. Si vous voulez, je peux relayer certaines questions, à moins que vous en ayez vu ou vous voulez déjà répondre. Alors moi, j'ai pas que tu relayes. Donc, il y en a une toute dernière là qui demande est-ce que c'est sur Sando qu'on trouve les jeux en ligne sur tablette? Non. Sando, ce sont des livres de littérature, des albums de jeunesse qui sont adaptés pour les enfants 10 ou les enfants en difficulté de lecture. Ça peut servir aussi pour des enfants allophones. Mais il n'y a pas, je crois pas qu'il y ait de jeu, non. Par rapport à ce que dit Christelle Guédon, c'est dommage que ce ne soit pas avec les conseillers pédagogiques qui travaillent avec nous. Alors, ça dépend des circonscriptions, en fait. Je sais que nous, là, sur les Bouches-du-Rhône, ça a été pas mal relayé avec les conseillers pédagogiques et avec les IEN. Ça dépend du diocèse, ça dépend de la circonscription. Mais c'est faisable. Il y a 2 petites questions encore. Le livre La difficulté scolaire est-il adapté à tous les niveaux du collège? Alors, il va être adapté au cycle 3, donc jusqu'en 6e. Je sais qu'il y a certains collègues qui se saisissent de choses pour au-delà, en fait, pour le collège. Parce que les élèves qui sont en situation de handicap et qui ont des troubles en fait, je pense à la SECPA aussi et je pense en Ulysse Collège, c'est des outils qui vont pouvoir utiliser vraiment, qui sont vraiment utiles. Oui, c'est possible. Vous avez beaucoup de remerciements aussi. À quels outils pensez-vous pour aider les enfants qui ont des difficultés pour conceptualiser des notions abstraites en grammaire, comme la structure de phrase? Alors attends, parce que j'ai pas entendu. Alors, moi, Allez-y. Je travaillais pas mal quand j'étais en CE1 avant avec enseigner la grammaire, entrer dans la grammaire de Chiretz qui proposait pas mal de jeux et alors oui, il faudrait que je puisse répondre par mail parce qu'on m'a conseillé également autre chose récemment, mais je l'ai plus en tête. En fait,
mais c'est vrai que ce livre-là d'entrée en grammaire chez Retz me semble bien. Il y a une question par rapport à la méthode Access en mathématiques au niveau CE1. Alors, ça va dépendre du niveau un peu de l'école, des élèves au sein de l'école. Moi, je sais que sur une de mes 2 écoles là, c'est pas possible du tout. C'est trop compliqué. En plus, c'est assez fourni au niveau visuel. Donc, en fait, on a fini par créer des petits îlots de travail. Et on s'est un peu approprié la méthode pour que ce soit faisable pour des élèves qui soient, une classe avec beaucoup d'élèves en difficulté, quoi. Voilà. Peut-on avoir votre avis sur j'utilise beaucoup les Access. Ouais. On parlait de la rédaction, on n'a pas eu le temps de beaucoup aborder le sujet. Il y a des livres chez Access qui sont très très intéressants avec des grilles de critères pour travailler la rédaction aussi. Quand on a une méthode, l'important c'est, je pense, de vraiment être à l'écoute des difficultés des élèves, de réussir vraiment à les cibler et puis de réussir à y remédier en adaptant, en différenciant. Voilà, quelle que soit la méthode, c'est vraiment, je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est... Il y a plusieurs questions sur l'usage de la tablette par rapport aux élèves à besoins spécifiques. Oui. Alors moi, je l'ai pas mal utilisé en atelier, en co-intervention au sein de la classe. Encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on va utiliser sur la tablette, mais ça peut être un bon moyen d'adapter pour l'enfant et de le réintégrer en fait dans ses apprentissages. Ça, c'est pas toujours évident. En fait, c'est plus au cas par cas, je dirais. Oui. Non. Et encore une fois aussi avec l'enseignante et avec la manière dont on a décidé de le mettre en place. Donc c'est parce que après, je sais pas comment ça se passe sur le terrain, mais moi j'ai rarement eu toute une classe entière sur tablette. Donc c'est vrai qu'après c'est intéressant de pouvoir mettre en place des ateliers et d'organiser différents types de niveaux de groupes. Il ne faut pas que ça se substitue à la manipulation, en fait. Non, c'est un plus. Ça reste dans un usage très, très, très modéré quand même, sauf s'il y a des grosses difficultés, par exemple, à écrire, de gestes graphiques, ou là, c'est plus l'ordinateur, de toute façon. Moi, je l'utilise pas tellement parce qu'on n'en a pas. Tout simplement. Alors, attends, il y avait une question sur la méthode Lectorino-Lectorinette. Oui. On va prendre 2 dernières questions. Ouais. Alors, il faut juste que je la retrouve parce que du coup, ça a remonté. Je la vois. Comment peut-on utiliser la méthode Lectorino-Lectorinette? On sent que c'est difficile pour la lecture, surtout pour les enfants arabophones. Quel manuel peut-on utiliser pour des arabophones? Alors, nous, on en a pas mal sur le terrain. On part, en fait, ça va dépendre des classes. Je sais que ce qui fonctionne bien avec ce genre d'élèves, c'est aussi tout ce qui va être sortir d'une méthode et créer des petits textes en fonction de leur quotidien, pour les remettre en fait petit à petit dans le lien entre ce qu'ils vivent et les apprentissages de la lecture. Et là-dessus va se mettre en fait la méthode de Lectorino-Lectorinette, ce qu'on disait avec Aude tout à l'heure lors du PowerPoint. C'est-à-dire que moi, je vais pas forcément partir des textes qui sont proposés dans Lectorino-Lectorinette, mais je vais utiliser la stratégie, la manière de faire pour des textes qui sont plus adaptés et qui parlent plus aux enfants dans le quotidien. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là, mais en fait, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire donc à Aude Blondet. Donc je vais vous mettre du coup votre adresse dans le chat si vous avez des questions supplémentaires. Hop. Voilà. Merci pour l'interactivité dans le chat, pour tous les remerciements, c'est super. En fait, vous allez recevoir un mail donc après le webinaire avec le replay du webinaire, et vous pourrez aussi retrouver le webinaire sur la chaîne YouTube Atier qui sera disponible. Donc vous pourrez le re-regarder, le partager. N'hésitez pas à le partager aux collègues qui n'ont pas pu venir. Voilà. Merci beaucoup à nos 2 intervenantes. Si vous avez un mot de la fin. Non, mais merci à tous. Merci. Oui, merci d'avoir été nombreux. Ouais. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Super, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Très bonne journée à tous. Au revoir.